Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce comptoir du jeudi. J'ai le plaisir de recevoir Catherine Mougin, chercheure et chef d'entreprise, et elle nous expliquera tout ça en détail par la suite. Elle vient nous parler d'accessibilité l'accessibilité en formation en cette veille de semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, schéma habituel, une demi-heure de présentation de Catherine, et après on se retrouve pour faire questions-réponses, échanges, etc. Catherine, merci beaucoup d'être avec nous. Je te laisse la parole et je m'éclipse. Merci beaucoup Brieux, ravie d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de l'accessibilité numérique en formation et je vais me présenter très rapidement pour que vous compreniez la casquette chercheur, entrepreneur et puis le handicap dans tout ça. Alors, je suis présidente de la société 3 Innovation, donc on va dire une agence digital learning et docteur en sciences de l'éducation, formation pour adultes et ma thèse a porté sur l'innovation pédagogique. Donc mon champ de travail reste quand même autour de ça. Et vous allez me dire quel est le rapport avec le handicap dans tout ça? Ben, c'est un rapport assez particulier puisque moi, j'ai baigné dans le monde des sourds. J'avais une dizaine d'années parce que j'ai rencontré un sourd dans mon quartier, en fait, hein, tout simplement. Et j'ai voulu apprendre la langue des signes par frustration, je pense. Je ne sais pas à l'époque quelle était la raison exacte, mais j'ai voulu communiquer avec. C'est comme ça que j'ai commencé à baigner dans le monde du handicap et en particulier dans le monde des sourds. J'ai appris la langue des signes d'une dizaine d'années, voilà, jusqu'à toujours, hein, parce qu'on apprend toujours un peu. Et du fait de ma formation sur le digital learning, j'ai souhaité allier handicap, surdité, on va dire, hein, et langue des signes avec cette formation-là. Et j'ai créé le premier OF, organisme de formation en ligne en langue des signes. Et c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, on était loin des technologies d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça a fonctionné. Par la suite, j'ai confondu avec mon associé l'application Bébé Signe hein, pour apprendre la langue des signes pour les petits via les parents, bien sûr, hein, via une application avec des jeux et surtout, l'idée était de mettre en vidéo la langue des signes parce que dans les livres, ça ne marche pas très bien. Et puis, forcément, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour former en structure type multi-accueil, crèche, assistante maternelle, donc auprès des RAM sur la langue des signes pour les enfants. Tout au long de ma vie professionnelle et vie universitaire, j'ai eu la chance d'être élue à l'APF, l'Association des paralysés de France, a beaucoup baigné là-dedans. Et puis, j'ai eu un grand, grand plaisir à faire partie d'APF Évasion et d'accompagner des personnes en situation de handicap en vacances, souvent à l'étranger, et de diriger des séjours comme ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, ce qui m'a permis aussi d'ouvrir mon champ sur le handicap, pas que dans le monde des sourds, mais dans le monde du handicap au sens large. Et aussi, j'ai travaillé auprès de l'adjointe au maire en charge des personnes en situation de handicap à la mairie de Paris, qui m'a aussi permis aussi de découvrir autre chose du handicap, en particulier le handicap mental que je maîtrisais pas du tout et que je maîtrise pas non plus. Voilà, c'est pas ma grande spécialité, mais voilà, ce qui m'a permis d'avoir une vision 360 et aussi rattachée à la politique, ce qui est extrêmement important. Voilà, grosso modo, pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée à parler de l'accessibilité numérique en formation. D'un côté, je suis un pédago pur avec la partie recherche. Et d'un autre côté, le handicap m'a fait toujours partie de ma vie. Et du coup, j'ai voulu allier les deux. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre structure, c'est très, très important de prendre en compte l'accessibilité numérique dans tout ce qu'on fait, dans tous les produits, outils de formation qu'on propose. Donc ça tombe bien, il y a une loi, donc ça nous aide. Alors pour cette présentation, je vais vous parler légèrement de handicap et de situation de handicap pour vraiment faire la différence. Je vais vous donner quelques mots sur l'accessibilité numérique et en quoi c'est important aujourd'hui et qu'est-ce que ça représente tout ça parce qu'on entend plein de choses et c'est pas toujours très juste. Et enfin, on va voir la mise en œuvre dans la formation. L'idée étant de se dire comment j'implique tout ça dans mon cadre formatif, apprentissage, etc. Et puis on aura un temps de questions-réponses. Donc, le handicap, la situation de handicap, c'est assez simple. Moi, je prends tout simplement la loi. Il ne faut pas oublier qu'il y a une loi de 2005. Donc, handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Grosso modo, je ne peux pas faire ce que je suis censée faire lié à une défaillance, à une raison plus ou moins médicale, de façon
assez durable et définitive dans un environnement donné. Voilà, grosso modo, ça veut dire ça, le handicap. Et la situation, c'est la rencontre, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette définition, c'est vraiment la rencontre entre la déficience et la situation de vie courante. Et le fait que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire ce qu'on aimerait faire dans cet environnement-là, il est donc inadapté. Donc ça, c'est la loi de février 2005. Et à partir de là, on se dit, mais comment on fait justement pour éviter la situation de handicap, puisque le handicap, on ne peut pas y toucher, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, la situation, on peut fortement la changer, et davantage en formation. Donc, je vous ai repris quelque chose d'assez simple, mais pour vous donner une idée, parce qu'on a tendance toujours à se dire, bah, le handicap, c'est que le fauteuil roulant, parce qu'il y a le picto qui fait qu'on pense toujours à ça, mais finalement, c'est loin d'être que ça. Donc, c'est 45%, mais il y en a d'autres. Il y a les maladies invalidantes, type cancer, etc., épilepsie. Il y a la partie sensorielle, donc surdité, malvoyance, la partie psychique, la partie cognitive et la partie mentale. Et nous, on va voir que l'accessibilité numérique, elle touche 4 grandes familles de ça, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça touche quand même à minima, vraiment grand minima, 2,7 millions de personnes, puisque c'est des personnes qui ont été déclarées administrativement comme travailleurs handicapés. Du coup, il y en a forcément plus, parce qu'il y a plein de gens qui ne font pas cette demande, ce qu'on appelle de RQTH, de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais ou qui ne se sentent peut-être pas en situation de handicap dans leur environnement de travail, mais peut-être que dans un autre environnement, ils y seraient. Donc voilà, c'est à nuancer énormément, mais en tout cas, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de personnes. En formation, on va dire de façon probable ou en termes de statistiques, il y a forcément des gens dans votre salle qui sont en situation de handicap, à minima daltonien. Je donne toujours cet exemple-là, ça ne se voit pas. Il ne faut pas oublier que 80% sont invisibles de ces types de handicap. Donc, quelqu'un qui est malentendant, malvoyant ou daltonien, ça ne va pas se voir du tout sur lui. Il ne va pas forcément vous le dire, et pour autant, il est avec vous dans la salle, et puis il se passe des choses où vous pouvez vous dire, bah, là, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris, ou il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Bah, c'est juste peut-être qu'il n'a pas eu la formation correctement. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Bah, en fait, c'est juste rendre possible l'accès à l'information numérique, parce qu'on est dans l'accessibilité numérique. Donc quand je parle de numérique, c'est toutes les technos, hein, mobile, télévision, web, tablette, voilà, c'est tout ça. Quelle que soit la nature de handicap, donc on va prendre tout type de handicap confondu, des personnes, et on va travailler pour que justement tous les contenus d'information soient disponibles pour tous. Et ça, c'est important. Alors, on ne peut pas parler d'accessibilité universelle. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est une utopie. On n'y arrivera jamais, parce qu'il y a autant de handicaps qu'il y a de personnes en situation de handicap. Donc, ça serait beaucoup trop complexe, et on ne peut pas connaître les besoins de chaque individu. Ça, c'est pas possible, hein. Quand on développe quelque chose, quand on crée du contenu pour quelqu'un, on n'a pas les besoins de tous, mais on peut prendre la majorité des gens. On va prendre un spectre le plus large possible, et on peut dire que c'est accessible à la majorité des personnes. Après, des cas spécifiques, pas forcément, il faut pallier autrement. Mais en tout cas, si on arrivait à déjà ce niveau-là, ça serait merveilleux dans notre beau monde. Donc l'accessibilité numérique, il ne faut pas démultiplier les supports. C'est pas, on ne se dit pas, et ça je le vois énormément dans les OF, moi je mets en place de l'accessibilité parce que j'ai mon programme pour le standard, on va dire, et puis après j'ai fait un programme adapté pour tel type de personne, tel type de personne, tel type de personne. Et là, ça marche, c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est d'avoir une seule porte d'entrée et que ça soit accessible pour tout le monde avec juste cette porte d'entrée. On ne va pas s'amuser à travailler sur différents supports, parce que, ça va coûter cher. 2, il y a tout un travail de maintenance à faire, hein. Si on modifie un contenu sur un endroit, faut modifier sur tous les autres, donc c'est un peu lourd quand même. On ne peut pas s'adapter à tout type de handicap, donc en fait, c'est un peu un non-sens. Et puis, on risque de faire du contenu pas forcément lisible pour tous, quoi, finalement. Donc, ça ne sert à rien de le faire comme ça. Ce n'est pas l'objectif final. L'objectif, c'est de respecter des règles, ce qu'on appelle les règles fonctionnelles, techniques, graphiques, ergonomiques et éditoriales. Ça veut dire que quand on prend en compte toutes ces règles-là, et pour ça, il y a des aides qui nous le permettent, logiquement, on devrait être accessible à la majorité d'entre nous, parce que je nous inclus dans les situations de handicap, puisque ça peut nous arriver demain ou après-demain. Voilà, grosso modo.
Donc, les questions qu'on se pose, je vais vous montrer les questions les plus fréquentes et les choses qu'il faut faire le plus attention, qui sont pour moi, les basiques. Est-ce que les contrats sont-ils suffisants sur ce que je suis en train d'écrire? Mon contenu PDF, Word, mon tableau Excel. Si je travaille sur des logiciels auteur type Storyline, si je suis dans les learning, est-ce que mon contraste il est bien sur ma slide Storyline ou mon PowerPoint? Est-ce que le texte il se grossit correctement? Ça veut dire si je clique sur les petits pictos A++, est-ce que ça se grossit bien? Est-ce que ça ne change pas complètement la mise en page? Des choses assez bêtes, mais très importantes pour les personnes malvoyantes. Les images de synthèse, les images peuvent être lues avec les synthèses vocales. Donc ça, c'est les lecteurs d'écran. Les synthèses vocales sont des outils qui vont permettre à une personne non-voyante, non pas de lire ce qu'il y a à l'écran, puisqu'elle ne le peut pas, mais écouter ce qu'il y a écrit à l'écran. Mais pour ça, il faut que tout le contenu qui est à l'écran soit accessible, réalisé correctement en termes de fonctionnalité technique pour que les lecteurs d'écran les lisent correctement et pas dans un sens inverse, etc. Et c'est ce qu'on verra par la suite avec un exemple sur un logiciel. Donc le texte comme les images. Et est-ce qu'on peut utiliser le site, non pas à la souris pour des personnes qui ont des difficultés moteurs au niveau des membres, ou des personnes malvoyantes, on va utiliser la tabulation, c'est souvent la tabulation ou des flèches au niveau du clavier, on va utiliser le clavier pour naviguer. Et pareil, ça, pour que ça soit faut que ça soit pris en compte, et pour que ça soit pris en compte, il faut respecter certaines règles, fonctionnalités quand on va créer son site web, quand on va créer son projet e-learning, par exemple. Donc, on ne démultiplie pas les supports d'information, on respecte ces règles et tout ça permettra à accéder à l'information, quel que soit l'outil de consultation, quel que soit le contenu numérique. Et dans tout ça, j'intègre tout ce qui est information et formation. Je n'oublie pas que la formation, à la base, c'est quand même du contenu informatif. Donc, c'est de l'éditorial, quoi. C'est du texte. Donc, ça faut que ça soit pris en compte. Il y a la loi de 2005, mais ça a été, on va dire, renforcé, très fortement renforcé par l'ordonnance du 8 septembre dernier. Donc, c'est tout récent avec des amendes beaucoup, beaucoup plus lourdes qui vont arriver d'ici peu si ce n'est pas accessible. Donc, jusqu'alors, on se disait oui, c'est pour les grosses structures, c'est pour l'État, bien sûr. Là, aujourd'hui, ça ne sera plus les grosses structures que l'État. C'est à partir de 20 salariés dans l'entreprise, il faut que tout soit accessible. 20 salariés, ce n'est pas si gros que ça. Donc, ça veut dire que pour beaucoup d'organismes de formation, de CFA, d'écoles, etc., faut s'y mettre. C'est comme ça. Je fais le lien, ça se rapproche un peu de la même méthodologie que orientation que le RGPD. La mise en œuvre dans la formation. Alors, je vais essayer de ne pas aller non plus trop vite, mais l'idée, c'est de se dire que tout ça, c'est bien, mais concrètement, comment je le mets en place dans la formation? Donc, il y a des standards graphiques, techniques, etc. Je vais tout passer comme ça sera peut-être plus simple. Donc, c'est ce qu'on appelle le W3C. Donc, ça, c'est des recommandations, c'est un groupe de travail international d'une communauté internationale qui vont faire des recommandations. Ces recommandations, elles vont être normées, donc c'est un référentiel technique de normes type ISO, document ISO, qui va permettre de critériser avec des indicateurs les différents types d'accessibilité, les 3 niveaux d'accessibilité. Le niveau A, donc le VCAG 2.2, c'est la dernière version, donc la version A, donc le picto qui est juste à gauche, l'image la plus à gauche, A, ça veut dire que c'est l'impératif, c'est le minimum vital, j'ai envie de dire. On est obligé d'arriver à cela minima. Le AA juste à côté, ça réduit des obstacles et la majorité des structures aujourd'hui, on est à ce niveau-là d'accessibilité. Au AA, on réduit une grosse partie des obstacles et le AAA, on améliore complètement le confort d'utilisation. Dans un monde idéal, il faut arriver au AAA. Dans la réalité aujourd'hui, on est plus sur du A. En tout cas, les choses progressent quand même au fil des années. On se rend compte que ça progresse. Moi, je suis quand même assez optimiste sur tout ça parce que j'ai quand même une vision sur 20 ans. Donc, je pense que voilà, ça va quand même mieux. Je n'ai pas un regard depuis hier. Du coup, le AAA, j'intègre dans tout ça. Et là, c'est pour moi la grosse difficulté. Je fais un petit focus là-dessus. C'est par exemple pour les personnes sourdes. Alors, sourdes avec un grand S, comme j'ai tendance à les appeler. Donc, la communauté sourde qui utilise la langue des signes comme mode de communication en premier, et si on met de la vidéo en langue des signes, on doit être dans le AA. Pour autant, pour eux, c'est du A, c'est un impératif. S'ils n'ont pas accès au contenu en langue des signes, pour 80% d'entre eux, il y a de l'illettrisme et du coup, ils ne vont pas comprendre vos contenus. Et pour autant, malheureusement, les règles, la recommandation, en tout cas la norme, elle considère que la langue des signes est
et sur du côté AA, alors que finalement, pas tant que ça. Donc, voilà, parfois, il y a des, entre guillemets, comme des aberrations ou des paradoxes. Ça veut dire qu'on pourrait on pourrait avoir un site extrêmement accessible à 50%, on va dire, mais très accessible dans l'usage des personnes en situation de handicap, alors que le score de l'audit d'accessibilité il est à 50 ou 60%, et pour autant on peut se retrouver avec un score à 80%, et dans l'usage ça ne soit pas si accessible que ça pour les personnes. Voilà. Il y a une espèce de nuance comme ça entre l'usage vraiment des personnes en situation de handicap et tout ce qui est normes, audit et voilà, vérification d'indicateurs, qui n'est jamais la totalité d'un site ou d'un contenu. Ça va être des ponctions, voilà, on prend sur des échantillons, et c'est pas forcément toujours exactement ça. Et comme nous, on est en France et qu'on aime bien faire les choses différemment, alors le VCAG marche très très bien partout. Et nous, en France, on a décidé de faire autrement et de faire le RGA, qui est le référentiel général d'accessibilité. C'est à peu près la même chose. C'est repris du VCAG, mais on l'a mis en mode France, avec des labels, label or pour le AAA, label argent pour le A et label bronze pour le A. Voilà. Puis, du coup, en fonction des audits, nous, en France, quand on va avoir un audit de conformité à l'accessibilité, on va être sur le RGA et non pas le VCAG. Voilà, c'est une particularité française comme on en a souvent. Voilà, grosso modo, comment ça marche. Et du coup, ça nous permet quand même d'avoir des indicateurs, des critères, et des critères très importants pour de l'information, donc pour de la formation. Ça, c'est fait par Exted Web, et je renvoie vraiment vers alors, je travaille énormément avec eux, et ce sont mes amis maintenant, à Talent, qui a travaillé sur les fiches Exted Web, et je vous invite vraiment à télécharger ces fiches, elles sont gratuites. Je vous donne les liens à la fin pour savoir exactement comment on travaille la partie éditoriale, fonctionnelle, technique, etc. Mais ces fiches ont permis, ce VCAG a permis de mettre en place 13 thèmes importants pour travailler, et je vous les mets tous. Hop, la 13. Donc, on va travailler sur les images avec savoir une description de l'image si elle n'est pas décorative, si elle est à titre d'information, sur les cadres, sur les couleurs, les contrastes de couleurs, sur la partie multimédia. Est-ce que la lampe vidéo, elle se lance toute seule ou pas? Sur les tableaux, comment je fais la mise en forme de mes tableaux? Est-ce que, pareil, mes tableaux, est-ce que c'est facile à lire au clavier, etc. Sur les liens, comment je reconnais un lien web et comment je le mets en avant, et comment la machine, le lecteur, la synthèse vocale va le reformuler, va l'entendre. Sur les scripts, tous les éléments obligatoires qui doivent être affichés, la structuration de l'information, comment le lecteur d'écran va passer du titre au contenu, au chapeau éventuellement au contenu, puis après du deuxième titre au chapeau au contenu, ou est-ce qu'il va tout faire dans un ordre, dans le désordre? Comment je vais structurer ça pour que mon lecteur d'écran passe correctement ma page, ou mon contenu e-learning, ou mon PDF, peu importe. Donc, ça va être la structuration de l'information et aussi la présentation de l'information, comment on s'y retrouve dans tout ça. Et aussi pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, il faut que ça soit cohérent, logique. Donc, comment je vais présenter l'information pour que ça soit compréhensible par tous, comment je vais travailler mes formulaires pour que je puisse remplir correctement les différents champs si j'utilise par exemple mon lecteur d'écran ou ma navigation pour clavier. Pareil pour la navigation et la consultation d'informations diverses et variées. Donc ces 13 thèmes-là, on va les retrouver, alors pas sur la totalité, mais sur une grosse partie dans le monde de l'information. Et pour ça, pour vérifier, pour travailler là-dessus, c'est pas qu'une personne, c'est pas que le formateur, loin de là, mais c'est tout ça en fait. C'est tous les intervenants qui sont dans le champ de la formation doivent être concernés par l'accessibilité et le prendre en considération. Le chef du projet, alors souvent je suis en lien avec tout ce qui est accessibilité numérique, je renvoie beaucoup sur le e-learning forcément, parce que en salle c'est un peu différent, même si pour moi en salle on utilise aussi le numérique, et du coup un PDF faut qu'il soit accessible. On ne faut pas qu'on ait à l'imprimer pour que ça le devienne. Et ça sera souvent moins le cas que le contraire, en fait. Hein, c'est encore moins accessible. Donc, le premier, on va dire, porteur d'accessibilité, la personne qui doit être référente de ça et qui doit vérifier ça, c'est le chef de projet. Et le chef de projet, faut qu'il demande à son ingénieur pédagogique de réfléchir à ces questions-là pour que les contenus de formation soient adaptés, que en termes de langage, de façon de présenter les éléments, ça soit facile à lire et à comprendre, qu'on soit dans des choses cohérentes, que les visuels soient en lien avec les contenus, que ça ne soit pas forcément que du décoratif.
Le graphisme, pas forcément faut qu'il travaille pour que par exemple, si on travaille sur les iconographies, les pictogrammes, bah, ça soit clair pour tout le monde, que ça soit pas des choses très inventées. Je renvoie sur, par exemple, les JO de 2024, tous les pictos qui ont été créés et personne ne les comprend. Donc déjà là, ça pose un vrai problème. Voilà, je donne un exemple, mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Malheureusement, bah, c'est trop tard. Et puis après, les intégrateurs de contenu qui vont mettre en mouvement, en place dans les logiciels, l'ensemble des contenus et qui vont devoir travailler pour que ça se lise correctement dans la page, ça se structure correctement et qu'il y ait des éléments de reconnaissance de là où on clique, etc. Et forcément, notre formateur, notre expert métier, quand il nous donne des contenus, il faut aussi lui fasse un effort et qu'il prenne en compte tout ça pour que ça soit le plus cohérent et le plus logique à lire et à comprendre. Pour mettre un petit peu en lumière tout ça, moi, ce que j'ai tendance la façon dont je présente ça dans la formation, j'utilise l'image du bâtiment. On parle toujours de l'accessibilité des bâtiments. Je pense que c'est quelque chose qui est acquis pour la population. On se rend bien compte des difficultés parce que c'est techniquement, c'est visuel. On voit le bâtiment, s'il y a une marche, on voit bien qu'en fauteuil, on ne peut pas y accéder. Donc, je prends cette image-là, cette métaphore-là, et je donne par exemple le site internet, l'application mobile, si vous avez des applis mobiles, mais en tout cas un minima, un OF ou une entreprise a un site internet. Pour moi, c'est comme la porte d'entrée en formation. S'il y a une marche devant, là, ça va être compliqué. Donc, votre site internet, si vous voulez faire de l'accessibilité, rendre vos formations accessibles, ça commence déjà par le site internet. Si l'apprenant en situation de handicap, il n'arrive pas à avoir les informations sur votre site, éventuellement s'inscrire pour avoir de la documentation ou aller sur une réunion collective, ça va être très, très compliqué. Donc là, déjà, c'est la première, on va dire, la première porte d'entrée, c'est celle-là. Deuxième porte d'entrée, on arrive donc dans le bâtiment et on arrive devant les marches, devant la porte d'entrée de la formation. Et après, dans le bâtiment, je le compare au LMS, à la plateforme de formation et ses plugins qui vont avec. Je donne souvent l'exemple de Moodle, qui est la plateforme la plus utilisée dans le monde. Dans le champ de la formation initiale, mais aussi dans la formation professionnelle. Ça commence à bien arriver. En tout cas, là, c'est pareil. Si votre LMS, on ne peut pas accéder, on n'arrive pas à se connecter à la plateforme, si vous faites des contenus accessibles derrière, vous avez des super PDF accessibles, des super capsules e-learning accessibles, ça ne servira pas à grand-chose parce que les gens n'iront pas jusque-là. Ils seront bloqués sur la page de connexion du LMS. Donc ça, pour moi, je le compare au bâtiment. J'ai ma porte d'entrée, puis après, j'ai accédé dans le bâtiment clairement. Aussi, je dois monter dans les étages parce que les toilettes sont le premier, puis il n'y a pas d'ascenseur. Là, c'est exactement pareil. Le LMS, il va avoir ce rôle-là du bâtiment général avec les différents étages et puis les ascenseurs. Il faut qu'il y ait des ascenseurs pour pouvoir y accéder. Et enfin, alors hop, j'ai pas mes petites flèches, voilà. Et enfin, les contenus, quelles que soient les activités, les ressources pédagogiques que vous créez. Donc, je vais donner quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Il faut que tout ça soit accessible. Tous vos Word, vos PDF, les fichiers SCORM pour la partie learning, les vidéos, toutes les pages web diverses et variées, la classe virtuelle qui doit l'être aussi. Les quiz, les évaluations diverses et variées, les formulaires de contact pour l'assistance technique, pour l'assistance pédagogique, pour l'accompagnement, voilà, tout ce que va faire, tout ce que va manipuler l'apprenant, il faut que ça soit accessible. Et ça, je le mets en comparaison avec les équipements. Il faut que mes toilettes soient accessibles, il faut que ma table elle soit adaptée, il faut que la porte de telle salle elle soit, voilà, la machine à café, etc., etc. Tout ça, c'est des équipements qui vont permettre à l'apprenant d'apprendre, tout simplement, et de ne pas être bloqué sur un élément. Et pour ça, je vais vous donner quelques petites bonnes pratiques sur la partie éditoriale qui est finalement ce qui est le plus, alors pas forcément le plus dur, mais c'est la petite lumière à avoir à chaque fois qu'on commence à écrire du contenu. Il faut penser à ça. Et puis, je vais vous présenter sur la plateforme Moodle et l'outil Storyline. Ça, c'est des outils que nous, on utilise aujourd'hui et qui sont accessibles, voilà, qu'on sait rendre accessibles en tout cas. Donc, la première, c'est des choses très bêtes. Alors, je vous donne quelques tips, il y en a plein d'autres. Je ne peux pas tout vous donner en si peu de temps. Mais la première, c'est conserver des accents sur les lettres capitales parce que sinon, ça donne ça. Est-ce qu'on lit il grignote des biscuits sales ou est-ce qu'on lit il grignote des biscuits salés? Est-ce qu'on lit il est interne ou est-ce qu'on lit il est interné? Est-ce qu'on lit il est juge ou est-ce qu'on lit il est jugé? Voilà, si on ne met pas les accents, finalement, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et en formation, comme je le vois très très souvent, on oublie les accents des lettres capitales, non pas parce qu'on n'y pense pas, mais des fois on ne sait juste pas les faire. Donc il faut aller dans les caractères spéciaux, sinon il y a des raccourcis clavier, je pourrais vous donner ça en plus s'il le faut. Voilà, il y a des raccourcis clavier, vous regardez sur Google, c'est très bête et c'est une habitude à apprendre. Et du coup, vous mettez des accents sur les capitales et là au moins il n'y a pas de double interprétation. L'information, elle est claire pour tous et même pour nous, sans être en situation de handicap, pour le coup.
La deuxième, on va éviter d'écrire des phrases tout en majuscules. Ça, c'est pareil, je le vois souvent sur des informations importantes, je vais écrire des... Voilà, ça c'est quelque chose d'important, je vais écrire de longues phrases en majuscules. En fait, pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, et j'ai envie de dire, mais pas que, parce que moi, je trouve que pour moi, là, c'est déjà beaucoup de texte en majuscules et que j'ai beaucoup plus de mal à lire. Notre cerveau, il n'a pas l'habitude de lire en majuscules. C'est pas si fluide que ça pour nous. C'est pour ça que je vous fais la petite map. Peut-être que pour vous aussi, je ne sais pas. Je vous laisserai me dire si c'est clair ou pas pour vous. Le troisième point, on fait un alignement à gauche parce que si on aligne, si on fait une justification de texte, comme on sait très bien le faire, alors c'est les normes d'écriture en France, de façon même internationale. Le problème, quand on écrit des rapports et que c'est tout bien justifié, on a des décalages, des espaces entre les mots qui sont plus ou moins importants. Et ces espaces-là, pour les personnes 10, par exemple, c'est extrêmement compliqué de lire. Et pas que les personnes 10, parce que même nous, visuellement, ça peut nous gêner. Donc, en règle générale, si on veut être accessible, on justifie à gauche, en fait. On aligne à gauche, on justifie à gauche et on ne s'embête pas avec la justification de chaque côté, quoi, tout simplement. Donc ça, on n'a pas l'habitude de le faire, hein, mais normalement, on devrait. Alors ça, c'est quelque chose, moi, je voulais le faire, par exemple, pour ma thèse, je voulais tout mettre à gauche pour que ça soit accessible. Ça ne rentre pas dans les normes universitaires, on m'a dit certainement pas, tu justifies ton texte comme on a toujours vu, mais ça, c'est dommage, parce qu'à mon avis, ça perd de sens. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment fortement embêté, mais je n'ai pas eu le choix si je voulais valider ma thèse. Donc voilà. Quatrième point, hop, les abréviations, les cycles, les acronymes, on en est très très friand dans le monde de la formation. Dans les contenus, souvent, on le voit arriver parce qu'il y a toujours des acronymes métiers. Ça, on peut les utiliser, mais on met la forme déployée au tout de la première fois qu'on l'utilise. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est une règle de base. C'est même pas une question pour moi d'accessibilité, c'est une question d'écriture standard. Il faut toujours écrire l'acronyme de façon déployée, la vraie signification la première fois, puis après, effectivement, on va écrire en acronyme. Mais il faut que l'apprenant il sache exactement de quoi on parle. Parce que là, je vous ai mis un exemple, MDPH et des APH. Alors, tout ça, c'est le monde du handicap, mais faut s'en sortir avec tout ça. Une fois qu'on a mis la formation la première fois, après, on peut se permettre de ne plus la mettre. Mais il faut mettre la formation claire la première fois qu'on utilise l'acronyme, le sigle ou des abréviations, comme on aime les faire en France. Voilà pour les 4. Alors, je vous ai fait un focus sur les 4 points que je vois le plus fréquemment. Et pour terminer, parce que je vois la tête de Brieux, donc je me dépêche. pour terminer, 2 petits éléments. Alors, nativement, Moodle est accessible. Déjà, c'est un truc. Moi, quand on me demande, oui, mais Moodle, c'est accessible. Oui, c'est accessible par défaut. C'est ce qu'on en fait derrière qui ne l'est souvent pas. Donc, il y a une petite version sur la version 4 où on a l'écriture 10. Et moi, ce que je dis, il y a une autre police qu'on peut utiliser sur l'Institut Braille et que je vous invite à télécharger, qui est gratuite, qui est encore mieux que celle-là. L'idée, c'est que ce qu'on fait de Moodle, si vous commencez à coder dans Moodle, vous installez des plugins qui ne sont pas, vous changez toute la partie graphique et que vous ne faites pas attention à l'accessibilité, c'est vous qui rendez Moodle non accessible, mais accessible par défaut. Storyline. Alors, très rapidement, faut penser à mettre des textes alternatifs sur les images, comme je vous ai mis, soit avec le clic-objet, soit avec le focus. Il faut penser, hop, on peut le faire aussi avec la bibliothèque de médias sur les nouvelles versions. Et dans Storyline, voilà, il y a des petites choses quand même qu'il faut qu'on fasse de façon. Alors pareil, c'est de rentrer dans l'éditorial et puis dans Storyline, j'aurais pu le mettre aussi dans l'éditorial, c'est que dès qu'on met des pictos, on met au moins une fois à quoi ça correspond. Puisque les pictos, ils ne sont pas forcément clairs pour tous, à part les pictos internationaux, mais des fois, à défaut, pour être sûr, il faut mieux mettre l'explication. Et on va mettre un texte de remplacement sur les images parce que sinon, le lecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le nom du fichier importé. Donc, si c'est image 1-2.png, il va lire image 1.2, voilà, il va lire rien du tout, quoi. Et ça, on le fait uniquement sur des images qui sont informatives. Tout ce qui est décoratif, on n'a pas besoin de mettre un descriptif, puisque c'est de la décoration. Et je donne cet exemple-là. Alors, je suis désolée, Brieux. Première version que vous avez pété dessus à gauche avec quand il m'a envoyé ça, je lui ai dit c'est bien ton mail et tout. Le problème, c'est que c'est pas accessible. Le contraste entre accessibilité numérique en formation, le texte et le fond, il n'y a pas assez de contraste. Donc, je lui ai dit idéalement, tu le passes en blanc. Alors, je sais pas vous, mais les mettre côte à côte, c'est quand même vraiment. On le voit et je pense que ça n'a rien à voir avec. Pour moi, tout ça, c'est au-delà de l'accessibilité, c'est au-delà du handicap. En fait, je trouve que c'est plus lisible pour tous. Et dites-vous que tout ce qui est accessible, c'est accessible pour tous, c'est beaucoup mieux, plus confortable pour nous. Donc voilà, si vous n'aviez pas vu la différence. Petits effets sur les boutons.
Et voilà, ça, c'est des choses aussi, des éléments importants. Donc, c'est des petites choses qu'il faut apprendre à faire. Donc, il y a plein d'autres éléments très faciles à déployer. Tout ça pour dire que l'important dans tout ça, moi je parle de pédagogie inclusive, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui disent ça, je ne sais pas si je l'ai inventé ou pas, c'est qu'il faut juste prendre en compte les besoins et les difficultés individuelles des gens, qu'il faut bien choisir ses outils, qui soient facilitants, compréhensifs par tous, engageants. Alors, choix des outils, je suis désolée, je vais faire il y en a beaucoup qui utilisent Geniali, mais Geniali, il n'y a pas du tout accessible, pas sa version actuelle, ils sont en train de travailler dessus, on attend de voir, on sera ravis de faire un audit de Geniali avec les copains d'Atalon ou d'Idéance, mais pour l'instant, ça n'allait pas. Alors, c'est peut-être génial en termes de facilité de création pour les formateurs et les ingénieurs pédas, mais en termes d'accessibilité, il n'y a pas pire. Donc voilà, petite alerte quand même là-dessus. Et créer des parcours individualisés, adaptés. En fait, l'idée, c'est là, c'est toujours se dire, c'est qui mes apprenants derrière. Et moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je travaille, alors je ne fais pas du FALC, mais je fais du facile, du français, j'appelle ça du français facile. Sujet, verbe, complément. Pas de texte alambiqué, pas de choses, pas des que qui partout. Voilà, moi j'essaie de faire du français très simple, sujet, verbe, complément. Et dans l'idéal, traduction en langue des signes, dans un monde, si vous avez un public sourd, vous n'avez pas le choix. Et puis des pictos, des iconographies qui illustrent les choses pour des gens qui ont peut-être plus de difficultés, qui ont des troubles cognitifs par exemple. Et une communication adaptée dans l'accompagnement, parce que là on parle du côté éditorial, mais après il y a toute la communication envers les personnes, l'oral, on va dire, qu'il faut adapter aussi. La formation, c'est aussi de l'humain et c'est, j'ai envie de dire, davantage ça. Et pour finir, et ben là, on se dit comment rendre accessible les projets de formation immersive parce que c'est un peu là où on y va, quoi. Demain, on y est déjà aujourd'hui pour nous avec des projets du plan France Relande. Et ben pour ça, je vous invite à nous retrouver avec Brieux dans un prochain numéro. On parlera d'accessibilité pour la réalité virtuelle, la réalité mixte, etc. Voilà, et j'ai terminé. Je vous donne, Brieux, je te donnerai le support que tu retransmettras. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir tous ces sites-là où vous aurez plein d'infos dans le blog d'Idéance de Sébastien Delorme, qui est un grand nom de l'accessibilité, puis à Talent avec qui je travaille beaucoup, et le FOD pour la partie formation avec qui je collabore. Et puis nous, on fait des formations Storyline, et puis on rend Moodle accessible. Et voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je te rassure, à partir de maintenant, je mets le titre en blanc. Donc, voilà, rassure-toi, c'est en blanc, ça y est, c'est vendu. Super. Ce sera comme ça. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas percuté. Donc voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. En tout cas, pour nous, le titre sera en blanc à partir de maintenant. Merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu, on a déjà prévu avec Catherine de se revoir et de refaire un comptoir du jeudi par la suite. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses, aux échanges. Alors, je vous invite à allumer vos caméras. Catherine, tu peux enlever le partage si tu... Ah bah oui, d'accord. Ok, la dernière partie. Oui, scanner. Ouais. Après, je sais. Ouais. Après, je te donnerai le PowerPoint. Oui, on le mettra. Merci.